Marie, on t'entend pas, hein, pour information. T'aurais pu le dire. J'ai pas Oui, tilté, j'ai pas tilté. c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je disais, c'est donc le webinaire a lieu dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Baobab, qui se termine en 2026, en août 2026, et qui vise à accompagner les structures publiques qui accompagnent elles-mêmes les petites communes dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc, on travaille beaucoup avec des syndicats d'énergie, des ALEC, des EPCI, des agences d'ingénierie, etc., et d'autres structures de ce type. Et le but, c'est donc de les former, les outiller au mieux sur divers sujets. Donc, il y a un accompagnement au niveau des régions, en particulier Auvergne-Rhône-Alpes avec Aura 2E et l'Occitanie avec la REC Occitanie. Donc, Daniel est ici présent. Et on a aussi d'autres sujets très thématiques sur lesquels il y a eu des expérimentations qu'on vous restitue un peu au fil de l'eau. Donc là, je vous présente les sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on produit des outils qui seront accessibles à la fin du projet gratuitement pour tout le monde et en accès libre. Donc, on travaille sur les thématiques du SDIE adapté aux petites communes, qu'on appelle aussi conseil en gestion immobilière énergétique, avec le syndicat de l'Allier. La GDN qui travaille sur la phase programmation, en prenant en compte vraiment la thématique de la sobriété. Le CIAN qui travaille aussi sur l'assistance à maîtrise d'usage, mais contrairement à ce que vous allez voir aujourd'hui, plutôt sur la partie cahier des charges et recrutement d'un prestataire pour réaliser cette mission. La LTE, bah, vous verrez, c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler dessus tout de suite. Le CIGERLI qui a travaillé sur un accompagnement technique de type commissionnement avec une offre de financement couplé de type Intracting. Et le Ciel qui a travaillé sur la partie mécénat territorial. Donc, c'est des thématiques très précises, très pointues sur la rénovation des bâtiments publics pour les petites communes. C'est un peu des thématiques sur lesquelles il n'y avait pas eu encore trop de documentation ou d'expérimentation, mais qu'on pensait quand même nécessaires. Et on arrive en fin de projet, donc il y a des ressources disponibles. Donc sur la partie accompagnement du CIGERLI, vous allez retrouver sur ce site, je mettrai les liens peut-être dans le chat si vous voulez y avoir accès directement. Vous allez avoir l'enregistrement du webinaire de restitution du CIGERLI qui a déjà eu lieu, ainsi que les ressources. Même chose sur la partie analyse patrimoniale pour les petites communes, donc qu'on appelle, donc, comme je disais, conseil en gestion immobilière énergétique, version SDE petite commune, où il y a eu des formations déjà sur ce sujet d'ailleurs, à Lyon et à Toulouse. Et toutes les ressources, enregistrement des webinaires, formations, outils sont disponibles sur le site internet. De manière générale, on bascule toutes les ressources qu'on produit sur le site baobab.fr. Vous avez des informations aussi sur les webinaires et ce qui va se passer sur le LinkedIn du projet. Euh, à noter aussi sur le sujet de l'assistance à maîtrise d'usage, vous avez la semaine prochaine, le 4 mars, une restitution du coup de l'AGDN, qui est une agence locale de l'énergie en Isère, sur tout leur travail sur la phase programmation, comment prendre en compte les besoins des usagers dans les petites communes, comment estimer l'état d'un bâtiment globalement avec les élus, et leur travail avec notamment le CAUE de l'Isère. Il y aura même un retour d'expérience d'une commune le 4 mars. Je vous ai mis le lien d'inscription ici, je le remettrai dans le chat. Retour d'expérience aussi du CIAN sur la partie cahier des charges AMU en avril. On vous donnera la date dès qu'elle sera fixée. Et du CIEL, donc syndicat de la Loire, sur leur expérimentation pour le mécénat en mai. Et vous aurez aussi assez rapidement la date. À noter deux dernières dates. Le 24 juin, on sera aussi présent aux Assises de la transition à Dijon pour faire un atelier, un petit jeu sur le SDIE pour les petites communes. Et si vous êtes intéressé par globalement ces sujets, on sera tous présents le 18 juin à Lyon pour la conférence du fin de projet européen, où on vous présentera aussi en une fois tous les résultats et où vous pourrez surtout poser toutes les questions et interagir avec toutes les structures et aussi avec la REC Occitanie et Aura 2E. Voilà. C'était assez rapide. Je vais vous remettre tous les liens. Donc, il y a l'enregistrement, mais je vais vous mettre tous les liens aussi dans le chat. Si vous voulez vous inscrire, notamment au webinaire du 4 mars, eh ben, avec plaisir. Et puis, ben, je vais laisser la main à Pierre et à Jean. Hop.
Hop. Bonjour. Non, oui, bien. Confirmé. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean Lassus, je suis le pilote du pôle accompagnement des collectivités et des entreprises à l'ALTE 69 et je suis avec. Et donc moi c'est Pierre Trénus et je suis économe de flux dans ce pôle-là, à l'ALTE 69. Un rapide sommaire, du coup, on va vous introduire ce que c'est que l'AMU, la présentation de la LTE. La grande partie de la présentation va tourner autour de la boîte à outils. C'est les différents outils, démarches, méthodologies qu'on a pu développer grâce à ce programme. Et on fait une petite conclusion de ce qu'on en retient, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. L'ALTE 69, du coup, c'est une ALEC, une agence locale de l'énergie et du climat, créée en 2019. Elle a pour particularité de réunir tous les territoires, tous les EPCI du Nouveau Rhône, donc c'est le département du Rhône, enfin c'est le 69 hors métropole de Lyon. On est composé de 4 pôles, l'un stratégie climat des territoires, l'accompagnement technique des collectivités et des PME, la mobilisation de tous les publics et habitat privé. On est composé de 30 personnes travaillent à l'LTE pour à peu près 21 ETP. Contexte, comment on en est arrivé là aujourd'hui? Entre 2019 et 2022, on a participé à notre programme européen qui s'appelait BAPORA, qui a permis de structurer l'accompagnement qu'on réalise auprès des collectivités. Celui-ci, on l'a voulu le plus complet possible, avec une visite, un état des lieux, une analyse des consommations, la scénarisation de plusieurs actions de travaux, une estimation des coûts et des aides financières, et tout ça avec une analyse en coût global sur 20 ans. Le but étant d'apporter une vision globale du projet au maître d'ouvrage afin qu'il puisse prendre des décisions éclairées. Mais on a constaté que, en fait, on avait quand même pas mal de projets qui nous revenaient ou des projets qui avaient bénéficié d'une rénovation globale et performante. Et le résultat est assez mitigé parce que le bâtiment continuait à consommer beaucoup d'énergie. Les usagers étaient assez insatisfaits. On avait des problèmes qui persistaient, des nouveaux qui apparaissaient. Donc, c'était assez problématique de notre côté de se dire on promouvoit la rénovation globale, si à la fin, on ne résout pas tous les problèmes. Du coup, on a voulu investiguer cette maîtrise d'usage dans notre accompagnement. Très vite. Du coup, pour poser le cadre un petit peu, nous, on se pose en tant que facilitateur auprès des communes et notre objectif, c'est d'aider les porteurs de projets dans leur démarche. On ne va pas se substituer à un professionnel de l'AMU, à une AMO ou un maître d'œuvre ou un bureau d'études. Je vais dire ça. Un instant. Je ne vois pas. Excusez-moi. Le but, c'est d'outiller du coup ces petites et moyennes communes dans l'intégration, dans la démarche de l'AMU, dans leur projet. En tant qu'ALEC, on est souvent confronté, le but c'est pas de se mettre en opposition ou remplacer un professionnel, c'est plutôt d'assister afin que ça se passe au mieux un projet de rénovation. Je passe. Du coup, qu'est-ce que l'AMU? Alors vous avez risqué d'être un peu déçu, mais il n'y a pas de définition gravée dans le marbre de l'AMU. Donc on a repris quelques éléments du livre blanc de l'AMU qui a été développé par le réseau AMU France. L'objectif de l'AMU, en fait, c'est d'adapter les bâtiments aux usagers et non d'adapter les usages aux bâtiments. Donc, c'est des choses qu'on peut observer parfois où, dans un bâtiment qui vient d'être rénové, en fait, ça ne répond pas complètement aux besoins des usagers et donc les usagers se retrouvent à devoir s'adapter à comment le bâtiment a été conçu ou rénové. Et donc, l'objectif de l'AMU, c'est d'inverser un peu ce paradoxe-là. Il y a aussi une question d'humain dans l'AMU. Donc, souvent, quand on parle de rénover un bâtiment, on pense à la technique, on pense au système qu'on va mettre en place, à l'isolation, etc. Mais il y a aussi un facteur humain dans un projet de rénovation énergétique. Et du coup, l'objectif de l'AMU, c'est de remettre cet aspect humain au cœur du projet
Et l'aspect humain, il vient par la participation active des usagers. Donc l'objectif, c'est de solliciter les usagers, de les rendre, de les intégrer complètement au projet de rénovation. Tu peux passer. Quand on parle d'implication des usagers, il y a souvent différents degrés. L'implication d'un usager, ça peut juste commencer par lui faire comprendre ce qui va se passer dans le projet, l'informer, ou juste recueillir son avis. Mais ça, c'est pas réellement de l'AMU. Nous, ce qu'on considère de l'AMU, c'est les étapes suivantes, les étapes où il est encore plus impliqué dans le projet. C'est vraiment de venir concerter les usagers, de venir les réunir pour échanger autour du projet, les faire participer et parfois même on peut aller jusqu'à des stades de co-décider, donc vraiment les impliquer jusqu'à des hauts degrés de décision dans le projet. Donc voilà, l'AMU, ce qu'il faut retenir de cette échelle-là, c'est vraiment qu'elle commence quand on commence à concerter les usagers et pas seulement quand on les informe. Si on met juste 3 affiches sur un mur expliquant l'utilisation du bâtiment, on ne peut pas considérer que c'est de l'AMU. Pour notre accompagnement, on a décidé de créer une boîte à outils. L'objectif étant, comme l'a dit Jean, d'outiller les petites et moyennes communes sur ces questions d'intégration des usagers au projet. Donc pour ça, on a développé une boîte à outils qui est à destination à la fois des structures accompagnatrices comme la nôtre, une ALEC ou les syndicats d'énergie, etc., mais aussi les porteurs de projets en interne au niveau des communes. Notre objectif étant pour nous que ces communes s'approprient ces boîtes à outils, s'approprient ces enjeux, la thématique d'intégrer les usagers pour pas forcément avoir besoin de nous à chaque fois. Pourquoi? On a dit faciliter l'intégration des usages. Et cette boîte à outils, elle prend la forme de différents outils qui sont adaptés à chaque phase. En fait, on a découpé l'accompagnement d'un projet en différentes phases, de la phase définition à la phase sélection de maîtrise d'œuvre, travaux et après l'exploitation. Et donc, pour chacune de ces phases-là, on a identifié des outils qui sont pertinents pour voilà, intégrer les usagers tout au long. Le premier outil dont je vais vous parler, c'est la frise chronologique. Donc, c'est un peu l'outil de base qui nous sert pour présenter la démarche auprès des élus quand on a fait des accompagnements. Donc, l'objectif, c'est l'AMU, c'est pas quelque chose de commun, on va dire, et parfois les élus n'étaient pas forcément sensibles à ces questions-là. Donc, l'avantage de cette frise, c'est qu'elle vient présenter le rôle et les différentes étapes à chaque étape du projet. Et on associe les différents outils en phase de chaque étape du projet. Donc on voit qu'en phase émergence, c'est une phase où on va avoir toute la partie du recueil du ressenti des usagers. On rentrera un petit peu plus dans le détail par la suite, mais du coup, c'est vraiment une phase où on vient recueillir tous les besoins, concerter les usagers, les faire échanger au travers de différents ateliers, des questionnaires, etc. Et c'est une phase où il y a une grosse partie de communication, de mise en place d'un groupe usager. Enfin, voilà, Jean vous en parlera un petit peu plus après. Ensuite, quand on passe en phase de conception, là, on est plus sur la discussion avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et quelques usagers. Mais du coup, on vient utiliser ce qui a été récolté durant la phase émergence, tout le ressenti et tout ce que les usagers ont fait remonter. Il y a une partie aussi de présentation de tout ce qui va être plan, système. Enfin, voilà, on vient aussi transmettre de l'information sur le projet auprès des usagers pour leur faire comprendre pourquoi ça se passe comme ça et permettre encore une fois de recueillir leur ressenti. La phase chantier, c'est une phase sur laquelle les usagers vont être moins sollicités dans le sens où en phase chantier, ils vont moins pouvoir exprimer leurs besoins, etc. Mais c'est plus une phase où ils vont être sensibilisés, formés, enfin pas formés, mais sensibilisés. On va leur montrer ce qui est en train de se passer pour qu'ils comprennent pourquoi dans un chantier, il peut y avoir des désagréments et ça va un peu perturber leur usage du bâtiment. Donc voilà une phase où voilà, ils essayent de comprendre ce qui est en train de se passer. Et enfin, la phase d'exploitation, phase très importante et souvent un peu oubliée, de prise en main du bâtiment.
L'objectif étant là que les usagers s'approprient complètement leur bâtiment et permettre un usage qui derrière atteint les performances qu'on espérait atteindre sur une rénovation, par exemple. Un autre document qui initie la démarche, c'est une lettre d'engagement. Donc ce document, il intervient après que nous, on ait pu présenter la démarche auprès des élus, par exemple. Dans une démarche de sollicitation des usagers comme ça, il est impératif que la commune nous accorde de la disponibilité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse consacrer du temps à cette mission-là et qu'on ait des ressources humaines allouées en face. Comme Jean l'a dit au début, nous, on est vraiment facilitateur de cette mission, mais on ne l'apporte pas nous-mêmes en interne. Donc, on a besoin qu'en interne de la commune, il y ait une personne référente, une personne qui vienne porter ce projet-là et qu'on va pouvoir accompagner dans cette dynamique-là, mais nous, on ne pourra jamais remplacer une personne en interne dans la structure. Donc cette lettre d'engagement, elle reprécise bien ça. Elle assure aussi la légitimité de la structure accompagnatrice. Donc quand on vient pour faire un atelier où on recueille le besoin d'usagers, on a besoin que la commune derrière s'assure qu'on soit bien reçu, que les personnes en face soient bien prévenues sur les enjeux autour de cet atelier-là. Donc voilà, cette lettre d'engagement, elle permet de bien cadrer ça. Et cette lettre d'engagement, elle permet aussi de faciliter pour nous le travail de collecte des données, de mise en relation avec les usagers. Donc voilà, s'il y a l'étude des consommations, s'il y a besoin de former un groupe usager, d'échanger avec un petit groupe, bah voilà, la commune, elle vient nous faciliter ce travail-là parce que en interne, c'est elle qui aura beaucoup plus de contacts. Je complète un petit peu la lettre d'engagement. C'était un document qui était aussi présent dans Bapora. Avant de lancer un accompagnement, on sait que ça va prendre du temps et il n'y a rien de plus démotivant que lancer quelque chose et au final se dire que on va plus être contacté ou ignoré ou ils vont entre guillemets bâcler le travail qu'on est en train de faire. Du coup, on a repris vraiment la même méthodologie qu'on avait pour Bapora. La lettre d'engagement, on l'a fait signer entre le maître d'ouvrage et nous, la structure accompagnatrice. Un autre document du coup, que vous retrouverez dans la boîte outils, c'est ce qu'on appelle un schéma de prise de décision. Donc en amont, encore une fois, avant que la mission à proprement parler commence, on a besoin on a eu besoin d'avoir ce document qui précise le rôle de chacun. En effet, la mission d'AMU, ça va recouvrir beaucoup de personnes, entre la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage, l'exploitant, le gestionnaire du bâtiment, les différents usagers qui peuvent être très larges. Ce document, que vous verrez un peu par la suite, reprécise qui doit faire quoi à quel moment. Du coup, clarifier le rôle. Il prend cette forme-là, donc c'est un tableau Excel, où aux différentes phases d'un projet, nous, on a fait une proposition. Le but, c'est que ça soit amendable et complété, que ça soit en tout cas décidé en amont et clair auprès de tout le monde. Entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, la structure accompagnatrice, les usagers, qui fait quoi à différentes phases, les attendus de chacun. Entre la rédaction de documents, la mobilisation à certaines tâches, la participation à certaines réunions. Voilà, ce document qui doit être fait en amont permet d'impliquer les usagers, rassurer chacun des parties. Nous, on a été confrontés à quelquefois face à des élus à nous dire mais nous, on doit avoir le dernier mot. C'est entendable, mais du coup, un usager, il faut le prévenir en amont qu'il va être consulté, il va participer à certaines choses. La décision finale ne peut pas ou ne lui reviendra pas dans ce cas-là. Le but aussi de ce document-là, c'est qu'on ne crée pas de désillusion. On va demander à des gens de participer, de s'impliquer. Si pour la fin, ils se sentent floués parce que tout leur investissement n'a mené à rien, la mission sera un échec. Donc, on arrive au cœur du travail, c'est-à-dire recueillir les besoins. Donc, la première étape, c'est recueillir les besoins. Une fois qu'on a posé le cadre, on sait qui fait quoi, qu'on a les garanties que le maître d'ouvrage
nous laissera du temps pour travailler sur ça. Maintenant, il va falloir s'approcher des usagers et nous, on a eu une démarche. Parce qu'on ne peut pas consulter tous les usagers d'un bâtiment. C'est très vaste, tous les usagers d'un bâtiment. Du coup, on a pris la posture, enfin, on a eu la volonté de proposer d'avoir ce qu'on appelle un comité d'usagers. Donc, c'est un certain nombre d'usagers qui vont être nommés, désignés, volontaires pour faire partie de ce qu'on appelle un comité d'usage. Ce comité d'usage, le but, c'est qu'ils suivent le projet dans ses différentes phases, participent aux différentes réunions et représentent un petit peu, la plupart, enfin, le plus possible, les différents usagers du bâtiment. Ce comité d'usage doit être fédéré, présidé par un référent. Là aussi, j'insiste sur ce rôle-là. Nous, on intervient sur tout le Rhône. On n'est pas installé sur un territoire plus qu'un autre. Du coup, on ne peut pas suivre chacun des projets comme on pourrait le faire. On a eu besoin de nommer un référent, quelqu'un qui soit extrêmement impliqué, qui soit notre porte-étendard, qui soit notre interlocuteur privilégié pour faire passer les messages, pour aider à la tenue de réunion, trouver une salle, vérifier que les questionnaires que vous verrez par la suite soient bien remplis. Voilà. Une personne qui soit notre interlocuteur privilégié, qui va suivre tout le projet, qui soit impliqué, qui ait la confiance aussi de la maîtrise d'ouvrage, des usagers. Voilà. Quelqu'un qui soit in situ, référent des usagers. J'ajouterais pour illustrer cet exemple-là, typiquement, on a accompagné un centre social qui venait d'être rénové. Donc là, on n'est pas intervenu en phase émergence, mais vraiment juste en phase de prise en main du bâtiment. Et donc, le groupe usager qui s'est formé, il couvrait vraiment tous les usages qu'on pourrait retrouver dans ce centre social. Donc, il y avait à la fois des bureaux, donc des personnes qui travaillent au quotidien dedans. Il y avait aussi le personnel d'entretien, la direction du centre social. On avait des usagers qui venaient une fois par semaine pour faire le cours de yoga. Donc l'objectif, c'était vraiment de couvrir tous les usages. Et cette constitution du groupe usager, elle a été portée en interne par le directeur du centre social, qui était bien intéressé par ces questions de prise en main du bâtiment, de sobriété, de faire en sorte que les usagers du bâtiment se sentent bien dedans. Donc il a bien pris en main le sujet, il a réussi à constituer un groupe intéressant et donc ça a donné lieu à des échanges plutôt intéressants et un bon retour des usagers d'avoir été consultés, même si bon, ils ont été consultés qu'en phase d'exploitation et pas en amont. Oui, ce qu'on ne nous a pas précisé, c'était un peu la méthodologie qu'on a appliquée pour le programme. Il a duré 3 ans, il durera 3 ans pour son intégralité. Il était impossible de suivre un projet du début jusqu'à la fin. Du coup, dès le début, on a considéré que on devait choisir intervenir le plus possible pour avoir un retour d'expérience intéressant, mais on est intervenu à différentes phases de différents projets. Voilà. Donc, le cas de Cité Pierre, c'était à toute fin d'un projet où les usagers n'avaient pas pu être consultés en amont. Dans la boîte outils, du coup, vous retrouverez ce qu'on appelle un guide pour la personne référente. Pareil, la même chose, c'est qu'on mâche le travail pour que chacun sache ce qui lui est attendu. Donc, il y a un petit guide, il fait une page ou deux. Vous ne nous entendez pas bien? Ça hache un peu. Tu viens de couper la vidéo, c'est ça? Pour voir si ça marche mieux? Non, la vidéo, elle fonctionne. Ouais, peut-être en la coupant, parce qu'elle frise aussi un petit peu. Si elle se trouve, ce sera plus fluide. Je sais pas. Là, j'ai coupé la caméra. On verra si le son est mieux. C'est bien. Du coup, oui, différents outils, vous retrouvez dans différents beaux outils, les outils dédiés au comité d'usage ou à la personne référente. Le recueil de besoins. Là, on attaque un document extrêmement important. On considère qu'il y a 2 façons de faire complémentaires pour recueillir le besoin. Un travail dit individuel où on va questionner les usagers indépendamment sur tout un tas de questions. Du coup, on a mis au point un questionnaire
qui est assez conséquent. Il est composé de 60 questions. Il faut en général 20 minutes pour y répondre. Donc c'est un document assez large et complet, mais on a voulu quelque chose de plutôt complet, avec la contrainte que ça applique. On sait qu'un questionnaire, il faut savoir l'exploiter. Du coup, ce qu'on a aussi sur quoi on a travaillé, c'est une grille d'évaluation de ce questionnaire. On s'est fait aider de psychosociologues pour déjà bien cadrer les questions et aussi comment interpréter les résultats de ces différents questionnaires. Là, je ne dirais pas mieux que aller voir dans la boîte d'outils à quoi ça représente, parce que c'est encore une fois un beau document qui explique question par question quel est l'objectif, comment on peut analyser la réponse, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les concepts et théories en lien avec le comportement planifié, l'attachement au lieu, la satisfaction environnementale, qu'est-ce que veut dire en fait ces réponses-là. Le but, c'est que ce ne soit pas la personne qui analyse les questions qui fasse son interprétation du résultat, mais plutôt d'avoir quelque chose d'assez objectif là-dessus. Et on l'a aussi décliné à sous forme d'atelier enfant. Donc c'est un questionnaire assez important. On a beaucoup intervenu pour des écoles. Un questionnaire de 60 questions qui prend 20 minutes pour des enfants de moins de 14 ans, c'est pas vraiment réalisable. Du coup, on a fait une trame d'atelier où ça peut être la maîtresse d'école qui fasse passer cet atelier-là avec les enfants, avec une façon assez pédagogique d'exprimer les résultats. Et j'ajoute des exemples de réponses qu'on a pu avoir dans une école. On voit qu'on n'est pas du tout uniquement sur l'aspect confort thermique, etc., mais qu'on voit des choses qui remontent de difficultés d'accès à une zone pour l'entretenir, une porte qui va faire du bruit. Enfin, on dépasse vraiment complètement le stade de juste parler d'isolation thermique et de confort été-hiver. On s'attaque vraiment au confort global dans son entièreté dans le bâtiment. Et c'est pour ça qu'on dépasse un peu cet aspect juste technique et qu'on rentre vraiment dans l'aspect humain quand on fait de l'AMU. C'est ça. Il faut accepter que même si nous, on est une agence locale de l'énergie et du climat, notre but, c'est de faire des économies d'énergie. Les usagers, ils ont d'autres besoins. Donc, il faut aussi les entendre parce que si on se met des œillères, en fait, on ne serait pas dans un travail de construction d'une réponse. Donc, on prend leur réponse et on les intégrera au travail de restitution. Un sondage, ça révèle des tendances. Ça ne permet pas de résoudre les problèmes. Ça aussi, il faut être prudent sur ce qu'on pense. Un questionnaire, ça va soulever certains éléments, ça ne permettra pas de répondre à tout. Jean, je te recoupe une seconde. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Enfin, c'est un peu, on comprend pas trop, mais il y a une partie des gens qui le son marche très bien. Il y a une partie assez pas négligeable où le son est haché. Est-ce que peut-être en tentant de, je sais pas, passer par un autre micro ou désactiver, réactiver, parce qu'au début ça marchait très 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 bien, on vous entendait très clairement. Et là, il y a visiblement pas mal de monde qui Je vais mettre sur mon ont un ordinateur. truc super haché. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que vous entendez mieux là? Mais carrément. En tout cas, Ouais. moi, c'est vraiment mieux. Les autres dans le chat, je sais pas. Mais Ouais, des fois, on achète des systèmes qui coûtent très cher et ça marche pas. vraiment, vraiment beaucoup mieux. C'est très bien, très bien. Hop, des fois, Merci. il suffit juste de mettre le micro de l'ordinateur et puis voilà. Voilà, bon, Allez. je recouperai si ça redégrade, mais là, c'est vraiment mieux en tout cas. Ouais, Merci. Hop, hop, hop. Fait d'intervenir. Du coup, je vous ai parlé du questionnaire. J'insiste, c'est un super document, on s'est fait aider là-dessus. Les questionnaires, on en a vu passer beaucoup. Là, notre volonté, c'est d'avoir un questionnaire qui puisse être exploité, avant toute chose, qui puisse être exploité par n'importe qui. La deuxième étape, après ce travail qu'on considère individuel, c'est un travail collectif. Si on fait passer qu'un questionnaire, on n'implique pas les usagers. Des questionnaires, c'est pas novateur dans la démarche. Le but, c'est d'avoir des temps d'organisation collectifs.
Là aussi, d'avoir un référent sur le territoire, sur le projet, ça nous aide à faciliter ces temps de travail collectif. Ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être un travail de restitution, donc on présente les résultats du questionnaire, mais ça peut être aussi un travail, un diagnostic en marchant. On a beaucoup fait ça à différentes phases d'un projet. Euh, le comité d'usage est avec nous, on fait le tour du bâtiment, on relève les anomalies, enfin les anomalies, les points de crispation. Voilà. L'idée, c'est qu'après, on se mette autour de la table et qu'on discute, chacun puisse exprimer la chose, qu'on entende la même chose et qu'on comprenne également la même chose. Ces temps conviviaux, ces temps doivent être des temps conviviaux. Euh, on sait très bien que au moment où on consulte tout le monde, chacun a des besoins financiers, des contraintes financières, ça va créer de l'animosité. Le but, c'est que personne ne soit braqué, que la démarche poursuive dans le temps. Donc, il faut faire en sorte, et là, en tant que structure accompagnatrice, que ces temps soient les plus agréables possibles pour que les gens, déjà, n'arrivent pas avec de l'énervement et que ça soit constructif. Souvent, en plus, ce sont des gens qui font ça sur leur temps libre. Donc, l'objectif, voilà, c'est que ça se co-construise dans la bonne humeur et ça rend le travail quand même plus intéressant pour tout le monde et plus constructif. Et il y a aussi un point important, c'est sur la restitution du travail. Quand on fait un diagnostic avec des usagers, il est important qu'il y ait un moment, une phase où on restitue ce qui est remonté dans ce travail de diagnostic et qu'on puisse un peu identifier des solutions à certains points, expliquer certains points de blocage. Parce que si juste on consulte les usagers qui donnent des informations, mais que derrière ils voient aucune avancée, aucune retombée, ils vont très vite perdre confiance dans le processus de consultation des usagers et à des phases plus tardives vont pas forcément vouloir continuer à s'impliquer dans le projet. C'est ça. Comme on l'a dit, c'est un projet, c'est un accompagnement qui s'inscrit vraiment dans le temps. Euh, il faut avoir des moments de réunion, même si on fait beaucoup de réunions, mais des moments où ils se sentent vraiment impliqués. Si ils voient que des échanges par mail espacés de plusieurs mois, on ne crée pas d'implication, on prépare des problèmes pour la suite. Petit Rex, nous, typiquement, ce genre de recueil, maintenant, on l'a systématisé dans tous les accompagnements qu'on peut faire, AMU ou pas AMU. Dès qu'on intervient sur un bâtiment, en fait, l'usage, les conditions de vie du bâtiment, c'est des questions qu'on a intégrées dans nos documents de visite pour avoir un peu plus d'éléments que être seulement concentré sur le bâti, les systèmes, les factures. Ça, on l'a intégré aujourd'hui dans tous nos accompagnements qu'on peut réaliser. Euh, Une fois qu'on a fait tout ce travail de recueil et qu'on passe en phase maîtrise d'œuvre, ça y est, la commune décide de se lancer sur un projet de rénovation. Il va y avoir un enjeu, c'est d'inscrire contractuellement cette mission d'AMU. Donc, on sait qu'une maîtrise d'œuvre, elle répond à un cahier des charges. Donc, si dans ce cahier des charges, on vient préciser la teneur de cette mission, les différents acteurs qui vont intervenir et le rôle de la maîtrise d'œuvre dans cette mission, on vient s'assurer que bah, voilà, ce sera pris en compte dans la phase maîtrise d'œuvre, que les résultats seront au moins écoutés par la maîtrise d'œuvre. Donc pour ça, on a ajouté une note qu'on peut inscrire dans un cahier des charges de sélection de maîtrise d'œuvre qui permet de voilà, définir comme une exigence minimale cet aspect d'intégration des usagers, cette mission-là. Et le cadrage de la maîtrise d'œuvre, il peut se faire sur plusieurs points. Donc, on peut identifier des réunions, des ateliers de co-conception dans lesquels on demande à ce que la maîtrise d'œuvre soit là et qu'elle participe aux ateliers dans lesquels des usagers vont être consultés. On a aussi identifié que la maîtrise d'œuvre pourrait intervenir dans la rédaction d'un guide technique de tout ce qui est équipement et système. Donc ça sera à destination du mainteneur du bâtiment, qui est un usager à part entière d'un bâtiment.
ainsi que du gestionnaire du site. Donc dans cette phase-là, voilà, bien clarifier tous les équipements et les systèmes et que ça puisse faciliter la suite de l'exploitation du bâtiment. Et la maîtrise d'œuvre peut aussi intervenir à différentes phases d'information, de sensibilisation des usagers, tout ce qui est accompagnement au changement. Donc voilà, essayer de l'inclure vraiment tout au long et le définir contractuellement. Vas-y. J'en rajoute quelque chose. Là aussi, cette note-là, c'est la poursuite de ce qu'on avait dans Bapora, où lorsque on avait beau faire le meilleur rapport pré-diagnostic et que la maîtrise d'œuvre derrière en faisait qu'à sa tête, pour garantir que l'ambition du projet soit maintenue, si c'est indiqué dans le cahier des charges, ben, le maître d'œuvre devra le respecter. Voilà. C'est aussi une manière aussi de rassurer la maîtrise d'œuvre. On décrit des limites de prestation, ce qui lui a attendu, ce qui lui est pas attendu, si c'est de la simple participation ou s'il doit réaliser une mission d'AMU. Ensuite, en phase d'exploitation, là aussi, il y a un grand enjeu autour de l'implication des usagers. Pour ça, on a fait réaliser un cahier des charges par un bureau d'études, un cahier des charges de sélection d'une entreprise d'exploitation maintenance. Donc, c'est un cahier des charges plutôt classique. Nous, on est sur des petites communes, donc on est plutôt sur du P2. On a mis une option avec intéressement. Et dans ce cahier des charges-là, on a décidé d'inclure aussi tout un paragraphe sur comment le mainteneur peut être inclus dans cette mission d'AMU. Donc on représente les grands enjeux en disant, voilà, il y a soit en interne, soit une structure accompagnatrice va porter cette mission d'AMU et de consultation des usagers, mais le mainteneur a aussi un rôle dans cette démarche-là. Donc, il peut participer à certaines réunions et ateliers. Donc, à la fois, si c'est un mainteneur qui est établi sur la commune, il va pouvoir participer sur des ateliers de co-conception sur un autre bâtiment, voilà, venir mettre des mises en garde sur certains équipements, enfin, donner son avis parce que bah, ce sera lui qui fait la maintenance du bâtiment plus tard. Il peut aussi participer à de la formation des usagers sur différents équipements. Donc, si les usagers ont la main, pas forcément tous, mais si quelques usagers, les gestionnaires du bâtiment ont la main sur des équipements qui permettent de piloter le chauffage, par exemple, bah, il peut venir les aider à prendre en main ces systèmes-là. Et il peut aussi intervenir dans une phase qui est l'écriture du guide usager. Donc, le guide usager, on le détaille juste après. Le guide usager, lui, il a pour but de permettre aux usagers, de faciliter aux usagers la prise en main du bâtiment. On s'est rendu compte que souvent, des usagers qui arrivent dans un bâtiment qui vient d'être rénové, un bâtiment neuf, ils vont pas forcément comprendre à quoi servent tous les boutons. Il y a des brasseurs d'air, à quoi ça sert un brasseur d'air. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments qui nous, en tant que, on va dire, professionnels de ce milieu-là, on va pas forcément se rendre compte qu'un usager lambda ne va pas réussir à comprendre techniquement comment ça fonctionne. Donc l'objectif de ce guide usager, c'est de venir balayer un peu les différents systèmes auxquels il va avoir accès pour lui permettre de les prendre en main, lui donner aussi des bonnes pratiques sur l'utilisation du bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en été, en phase de canicule, pour essayer de limiter l'entrée de chaleur dans le bâtiment. À l'inverse, en période de chauffe, quels sont les bons réflexes à avoir. Donc voilà, l'objectif, c'est de balayer un peu tous les aspects d'utilisation du bâtiment et de permettre à l'usager de prendre au mieux en main ce bâtiment. Une des difficultés qu'on rencontre autour de ce guide usager, c'est la diffusion de ce livret. Dans un bâtiment, il peut y avoir des usagers qui sont là 5 jours sur 7, qui l'occupent, qui y travaillent, donc qui vont avoir un peu plus de temps potentiellement pour voilà, prendre en main le bâtiment, lire un guide usager par exemple. Mais dans ce même bâtiment, il peut y avoir des usagers qui viennent une fois par semaine pendant 2 heures et qui vont pas s'amuser à lire un guide sur comment fonctionne le bâtiment. Donc il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture et d'information et il y a un enjeu autour de comment on réussit
à diffuser ces informations, même à des usagers qui vont pas forcément occuper longtemps le bâtiment. Et donc, on parle souvent de nudge, les petites affiches qui encouragent des comportements sans être forcément, enfin, sans obliger. Donc voilà, ça peut être des exemples d'outils pour toucher tous les usagers. Et le dernier outil de cette boîte outils, c'est un document qu'on a fait également avec le CIAN, c'est une fiche méthodologique d'évaluation de la mission. C'est une mission assez nouvelle où, entre guillemets, un simple questionnaire d'évaluation de la démarche ne suffit pas forcément. Donc, on a travaillé, bon, peu nous, beaucoup plus les professionnels qui nous ont assistés dans cette démarche, à une fiche méthodologique qui synthétise les éléments qui permettent d'analyser, quantifier les apports de cette démarche, d'inciter les différents acteurs du coup à réaliser un retour d'expérience. Encore une fois, le but c'est de l'amélioration continue. Donc, si il y a quelque chose qui a fonctionné, c'est intéressant de comprendre pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça ne fonctionne pas dans certains cas. Donc, cette fiche est aussi un document extrêmement complet, assez technique, qui demande un peu de temps d'intégration, mais qui est extrêmement pratique pour mettre en valeur l'accompagnement. Encore une fois, ça aura été une mission qui aura duré beaucoup de jours de travail. À la fin, il faut en exploiter, entre guillemets, peut-être plus qu'une bonne utilisation du bâtiment. Et du coup, cette fiche permet aussi d'avoir nous a permis de réaliser une vidéo avec une interview des différentes personnes qui ont été consultées et que ça soit enfin, assez complet, voilà, une bonne évaluation de notre mission. Et des conseils pour une amélioration pour la prochaine fois. Du coup, si on devait faire une conclusion, les points positifs qu'on a tirés de cette expérimentation, c'est que globalement, on avait toujours la satisfaction des usagers et des maîtrises d'ouvrage qu'on a accompagnés. En fait, enfin, un usager, dès qu'on vient lui demander son avis, lui montrer que tu utilises le bâtiment, donc tu as ton mot à dire sur enfin, on écoute ton ressenti, en fait, ça va lui faire plaisir. Et même si on va pas pouvoir répondre à toutes ces demandes et à toutes ces exigences, le fait d'avoir été consulté, il sera forcément plus compréhensif vis-à-vis des exigences techniques, etc. Pour les maîtrises d'ouvrage, pareil, ça facilite grandement la discussion avec les usagers. Une commune, parfois, les usagers, enfin, ça va pas forcément être, ils vont louer le bâtiment à une asso ou ce genre de structure. Donc, il peut y avoir un peu des conflits, etc. Et de venir réunir tous ces acteurs-là pour échanger à ce sujet et montrer que voilà, on essaye de faire au mieux, ça apporte quand même de la satisfaction de tous les côtés. Euh, Notre objectif pour nous, ce serait de pouvoir continuer de proposer des missions. Alors, on ne parle pas de mission d'AMU parce que on estime qu'on n'est pas non plus des professionnels de l'AMU, mais de pouvoir continuer à aider les petites et moyennes communes à s'approprier cette thématique-là et de mettre de l'humain au cœur de le projet, de venir solliciter leurs usagers dès qu'elles ont des projets. Donc voilà, on voit complètement la pertinence de faire ça et on espère pouvoir continuer de le mettre en place dans nos accompagnements. Si je devais évoquer les difficultés, en termes de temps de travail, c'est un travail qui est quand même assez long, dans le sens où, bon, vous allez le voir dans la boîte à outils, il y a des outils, mais au final, les outils, il faut quand même les adapter un peu à chaque projet, en fonction de la typologie de bâtiment, de la typologie d'usager qu'on va avoir. Parfois, il faut un peu revoir les outils. Tout ce qui est atelier de concertation, etc., en fait, il n'y a pas vraiment de trame exacte à suivre, ça s'adapte vraiment au bâtiment. Donc ça demande un temps de travail assez long pour mettre en place ces ateliers-là. Et c'est aussi un accompagnement qui s'inscrit dans du long terme. Donc quand on démarre une mission d'AMU, on sait qu'on va partir pour quelques temps. Et donc ça demande voilà, un suivi sur du long terme, de parfois rappeler au maître d'ouvrage qu'on est là, il ne faut pas nous oublier sur cet aspect-là. Donc, c'est une difficulté qu'on rencontre
souvent dans le cadre de cet accompagnement. Et il y a aussi la difficulté sur la nécessité de convaincre de l'intérêt. Des élus qu'on a accompagnés vont être complètement convaincus de l'intérêt, mais des élus qu'on n'a pas encore accompagnés, bah, parfois peuvent être un peu réticents à l'idée de venir mettre des usagers au milieu du projet. Ils peuvent y voir beaucoup de contraintes, mais donc l'objectif, avec tous ces outils, c'est de leur montrer que ça a de l'intérêt et de leur montrer que derrière, ils vont en tirer des bénéfices pour tout le monde sur le projet. Hum, quelques ressources. On a une ressource qui est assez précieuse qui s'appelle le réseau AMU France, sur lequel on plein de ressources différentes, notamment le livre blanc de l'AMU qui permet vraiment de voir des exemples d'accompagnement et tous les concepts autour de l'AMU. Donc c'est assez intéressant si jamais vous avez envie d'approfondir encore plus ce sujet. Dans le cadre de Baobab, on a fait aussi une vidéo sur un accompagnement. C'est deux écoles qui sont sur notre territoire dans lequel on a intégré les usagers. Euh, je ne sais pas si on la montre ou si... Je crois que ça va pas marcher. Bon, en tout cas, il y a le lien dans la présentation, sinon c'est sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Donc cette vidéo qui présente un peu l'accompagnement et les retours d'expérience justement des personnes qui ont intervenu dans ce projet-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je vois qu'il y a un petit peu des questions dans le chat, on va pouvoir y répondre, mais n'hésitez pas aussi à ouvrir vos micros pour les poser en direct, pour mieux quand il y a de l'humain. Euh, Première question, quel est votre retour d'expérience de manière générale sur l'implication des usagers et leur motivation dans le temps, surtout sur leur temps libre? Dans le cadre de notre participation au programme Cube École, on a du mal à solliciter les instits pas dispo pendant le temps scolaire et difficile à solliciter pour des réunions hors temps de travail. Euh, alors, je sais que ça, c'est une difficulté qu'on avait rencontrée sur des écoles, notamment d'instits qui ne voulaient pas forcément qu'on vienne s'intégrer, enfin venir perturber leur programme. Elles ont des temps quand même assez restreints pour faire le programme et donc venir rajouter ce genre d'atelier, ça pouvait un peu poser problème. Donc, il me semble pour moi que c'était les usagers où on avait le plus de mal. Par contre, sur d'autres usages, dès qu'en fait on vient comme on l'a dit tout à l'heure, les solliciter et leur faire un retour sur l'intérêt de cette sollicitation, en fait, ils comprennent cet intérêt-là et ils restent motivés enfin, à continuer à être sollicités, à continuer à intervenir sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a un enjeu autour de réussir à les solliciter et leur montrer l'intérêt. Et pour cela, du coup, c'est très important au début d'avoir l'aval des décideurs. Du coup, quand c'est une mairie, si on a l'aval du maire pour consacrer du temps des employés pour ça, pour participer à ça, c'est beaucoup plus simple que dans d'autres cas où on a peu d'impact, on ne peut pas toucher directement les usagers là-dessus. Sur leur implication dans le temps, pour maintenir du coup une implication de leur part, il faut que nous, entre guillemets, on ne fasse pas de blanche et qu'ils en tirent quelque chose à différentes phases. Tant que le projet n'est pas fait, du coup, ce ne sera pas sur l'amélioration de vie du bâtiment, mais au moins qu'on démontre que ce qu'ils ont fait remonter est inscrit quelque part, que ça a été vu par un élu, un maître d'œuvre, qu'une réponse a été formulée, voilà. Qu'on arrive très tôt dans le projet, notre but, c'est que au programme, certaines choses soient indiquées. On ne peut pas tout mettre, pas forcément, on ne peut pas résoudre les problèmes dans le programme, mais s'il y a un véritable souci fonctionnel, ça soit indiqué dans le programme. Et avec ça, on maintient du coup l'implication des usagers. Il y a aussi je reviens sur la partie instit, il y a eu des cas de figure aussi où en fait c'était déjà très conflictuel entre la commune et l'école sur des problèmes techniques, voilà, une école qui a des problèmes de chauffage, etc. Donc souvent, nous, quand on arrivait, on pouvait arriver un peu dans un terrain un peu hostile, on va dire, ce qui est normal, parce que il y a eu des problèmes liés au bâtiment et forcément, au bout d'un moment, les personnes perdent patience. Donc il y a ce travail un peu
de réussir à regagner la confiance et à expliquer vraiment l'intérêt de la démarche. Mais donc voilà, ça peut arriver aussi de rencontrer cette difficulté-là. Est-ce qu'une sollicitation de l'inspection d'académie pour obtenir un remplacement des instituteurs, institutrices sur une demi-journée est envisageable pour libérer du temps aux usagers? Bah là, encore une fois, c'est pas à nous de répondre à ça. En soi, c'est envisageable d'espérer ça. Nous, encore une fois, on propose, ça doit être volontaire. Est-ce qu'il peut y avoir des dispositions qui soient mises en place pour faciliter ça? Très certainement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'académie prévoit du temps pour ça? Je ne sais pas. Peut prévoir du temps pour ça, je sais pas. Une question sur le temps. Ouais. Quand on parle d'accompagnement sur le long terme, est-ce que vous pouvez nous préciser une fourchette? 2 à 4 ans? 2 à 4 ans, 2 à 4 ans, ça peut être le projet pour un projet de rénovation d'une école ou d'une mairie. Notre intervention, du coup, elle va essentiellement intervenir au début. Euh, En fait, ça va dépendre à quelle vitesse va le projet et à quelle complexité il peut avoir. Si on intervient tout au début, on fait un diagnostic en marchant au début avec les usagers, on fait passer des questionnaires, on fait une réunion de restitution des besoins, des problématiques, on l'inscrit au programme. Déjà, ça peut demander facilement 10 jours de travail pour un accompagnateur, pour une structure accompagnateur. Après, nous, notre volonté, c'est que si le programme, tout a été bien indiqué et que, entre guillemets, ça roule de leur côté, ils n'ont peut-être pas besoin d'être accompagnés par une structure accompagnatrice. Si le programme est clair, que la note dans le cahier des charges maîtrise d'œuvre est claire, qu'il y a un référent qui pilote un peu ça, nous, si on peut laisser la main, tant mieux. Par contre, si s'il y a d'autres difficultés, évidemment qu'on peut intervenir. Mais en général, un projet, mieux il se passe, moins on a besoin d'intervenir. Plus on a besoin d'intervenir, et encore pire, plus on a besoin d'intervenir tard dans le projet, plus il faut revenir en arrière sur ce qui a été fait, apaiser un peu les discussions et tout ça. Et ça fait une partie des difficultés, c'est que en amont, on ne peut pas dire combien de temps la mission va prendre. Nous, ce qu'on annonce, parce qu'évidemment, là, c'était financé via bien un programme européen, dans la démarche pour la suite, ce qu'on va dire aux communes, à nos financeurs, c'est que on se lance dans une mission, on peut dire phase par phase combien de temps ça peut représenter. Après, on ne peut pas dire en amont, voilà, ça va coûter, prendre tant de temps. On est transparent sur notre accompagnement et sur nos limites aussi. Mais dans les faits, ça ne n'empêche pas d'accompagner. Aujourd'hui, s'ils sont clairs en disant, c'est là où notre posture est bien différente d'un AMO, d'une maîtrise d'œuvre ou d'un bureau d'études, c'est que on ne vend pas une prestation. Des fois, c'est enfin, c'est compréhensible, mais ça change, ça demande de changer un petit peu des façons de faire pour certains. Pour le livre blanc, j'ai vu que Marie et Daniel avaient mis des liens dans le chat, donc vous pouvez le récupérer là-dessus. Euh, hop, hop, hop. Avez-vous une base d'argumentaire écrite à destination des communes pour souligner l'intérêt d'intégrer de la maîtrise d'usage dans les projets? Oui, dans la boîte à outils, on a un document qui s'appelle Convaincre la maîtrise d'ouvrage. Du coup, tu veux la partager? Je peux partager, arrêter mon partage. Ça, c'est dans un document, enfin, un dossier annexe de notre boîte à outils parce que c'est pas nous qui l'avons fait, mais on l'a quand même mis dans la boîte à outils parce que plutôt que de singer quelque chose de bien fait, on a préféré partager. Hop. Et du coup, on a ce document, mais aussi dans la lettre d'engagement, une bonne partie, c'est expliquer la démarche. À chaque fois, ça fait partie de la pédagogie. Expliquer pourquoi c'est intéressant, comprendre les leviers d'action en fonction de la personne qu'on a en face de nous, qui ne sont pas du tout la même. Nous, on a en fonction des maîtres d'ouvrage, l'intérêt premier, ça peut être améliorer le confort. Quand on est dans les écoles, il y a beaucoup ça, améliorer le confort. Des fois, c'est plutôt dans une salle des fêtes, c'est comment faire en sorte que les gens ne laissent pas le bâtiment chauffer et toutes les portes ouvertes toute la nuit. Donc, en fonction de la problématique du maître d'ouvrage, il faut adapter notre discours pour qu'ils comprennent en quoi c'est intéressant d'impliquer les usagers.
Donc c'est ce document-là qui a été fait par Effinergie et Ecoya qui est assez clair et enfin, plutôt bien fait. Et il permet vraiment de reprendre l'AMU, qu'est-ce que c'est, et aussi de balayer quand est-ce que l'AMU intervient. Donc on voit à toutes les phases l'intervention de l'AMU. Ça reprend un peu la frise chronologique que nous, on a développée, mais en version un peu plus détaillée. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant pour convaincre les usagers, les élus de l'intérêt de la démarche. Voilà, et vous le retrouvez dans les ressources externes de la boîte à outils. Et là aussi, comprendre pourquoi ils sont réticents, bah, en soi, c'est un début d'une DMU. En général, ils sont réticents. Il peut y avoir un passif, il peut y avoir des préjugés sur la démarche. C'est le premier étape de la nuit. Pourquoi un usager du bâtiment, ou en tout cas une personne en lien à ce bâtiment, ne veut pas que les autres personnes qui utilisent ce bâtiment participent à la vie du bâtiment. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en direct. Attends, il y en avait une un tout petit peu plus haut sur comment vous vous définissez en discutant avec la commune et l'équipe de maîtrise d'œuvre, en disant que vous n'êtes pas AMO, mais du coup, comment vous vous nommez? En tant qu'agence locale de l'énergie et du climat. Non, mais là aussi, il faut rassurer chacun des partis. Quand je m'adresse à un élu, je ne m'adresse pas à la même chose qu'un bureau d'études. Un élu, on va lui dire que notre mission, elle est pour faciliter sa vie et l'atteinte de ses ambitions, à peu près. Quand je m'adresse à un maître d'œuvre, je lui dis que j'ai fait 6 ans en bureau d'études, je sais ce que c'est qu'être en bureau d'études, je sais ce que c'est d'être à faire face à des élus, face à des empêcheurs tournés au rond. Mon but, c'est pas de rajouter du travail à quiconque, au contraire, c'est simplifier le travail de chacun. Quand on a un élu qui demande de faire rejouer 10 fois une unité thermique pour faire varier une largeur de menuiserie, je vais faire comprendre au BE que je vais défendre sa position, que il y a certains choix, si ça ne mène à rien, il faut plutôt avancer vers autre chose. Voilà. Je rassure tout le monde. Mon but non plus, c'est pas de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Au contraire, on est dans un travail de co-construction. euh, et aussi de démontrer un peu nos capacités. On a tous un parcours d'ingé. Ce qui manque aujourd'hui un peu au projet de rénovation, c'est de l'humain, comme c'était dit. Donc on a des profils ingés, mais on a aussi des profils ingés qui sont animateurs de fresques et qui ont ces compétences d'animation qui manquent un petit peu. Quand j'étais en bureau d'études, mon travail n'était pas d'animer une réunion, pas du tout. Il était de fournir un travail sûr, clair et rigoureux, c'est tout. Mais le fait de faire remonter mes problématiques auprès des usagers, j'en parle même pas, mais au même de mes trous d'ouvrage, c'était pas forcément très simple. Notre but, c'est on met un peu d'huile dans tout le monde, on vole le travail de personne, ça aussi on précise bien. On n'est pas là pour voler le travail de quiconque. Et on préfère mettre l'accent sur ce qui nous rassemble, donc que le projet soit le plus ambitieux possible, aboutisse et avec le moins de difficultés possible. Un gros travail de l'AMU, c'est aussi, et de l'accompagnement qu'on peut réaliser, c'est d'anticiper les problèmes. Si on se retrouve vraiment à la fin où en APD et qu'on n'a pas soulevé un problème d'usage du bâtiment, tout le monde va grincer des dents. Alors que si très tôt dans le programme de travaux, c'était clair qu'on a une salle qui manque de luminosité, qui a un problème de confort thermique, acoustique, on facilite le travail de tout le monde. Oui, bonjour, je vous remercie en tout cas pour la présentation très complète. J'avais une question, du coup, vu que là, vous arrivez à la fin du financement européen, comment vous envisagez la suite? Est-ce que vous avez réussi à imaginer le nombre de communes que vous serez en capacité d'accompagner ou comment voilà, vont se dérouler les projets à venir de votre côté? Du coup, ça va intégrer un peu le catalogue de missions qu'on peut réaliser.
Nous, ce qu'on s'est dit en interne, aujourd'hui, notre manière d'être financé, c'est qu'on est financé via l'adhésion des territoires. Donc, les 12 EPCI du Rhône financent un temps d'accompagnement par territoire. Dans ces temps d'accompagnement, on peut réaliser des analyses d'opportunités photovoltaïques qui vont prendre quelques heures ou un accompagnement un peu plus long sur un projet. En fait, on répond beaucoup aux sollicitations du terrain. Donc, on présente ce qu'on peut faire et après, on répond aux sollicitations. Euh, la complexité de cette mission-là, c'est que on va très vite dire que ça inscrit dans le temps, que ça va consommer pas mal de jours. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Nous, notre posture, par contre, elle a été claire entre nous, c'est-à-dire que si on dit qu'on fait une démarche qui intègre les usagers, on ne veut pas intervenir comme on a fait pour la phase d'expérimentation, un peu à différentes phases. On a pas mal de fois, on a fait un peu les pompiers, d'intervenir quand ça allait pas, ce qui demande beaucoup de travail, beaucoup de complexité. Là, on s'est dit, on va présenter la mission dans notre catalogue de prestations, c'est pas de prestations, mais de réalisation, de mission, et on va être transparent que ça va prendre un nombre de jours à peu près estimatif par phase, qu'on ne garantit rien, et que voilà. Et que encore une fois, on peut, entre guillemets, refuser d'intervenir. Si il n'y a que un maire qui souhaite qu'on fasse ça et que aucun usager dans le bâtiment veut participer, on va pas imposer ça. La mission est pas mal de base, donc on va être clair sur notre démarche. Merci. Voilà. Pour compléter. Voilà. Et du coup, comme tous les accompagnements qu'on fait, on se dit pas, on va en faire 5, 10, 50 par an. Sur le Rhône, il y a 208 communes. Il y a pas mal ils sont ici présents avec nous, des éconoflux du territoire avec qui on travaille. Si c'est eux qui réalisent cette mission, nous, ça nous arrange totalement. Euh, Ouais, j'ai une petite question. Là, vous avez passé du coup énormément de temps et je sais bien pour créer des outils, des choses comme ça, qui sont hyper qualitatifs. Et bravo pour ça. Et du coup, ma question, c'est avec ces outils-là, par exemple, si une commune sollicite en phase, mettons par exemple sur la partie programmation, justement, que tu dis que ça prend un certain temps. Maintenant que ça tourne à peu près et que vous avez rodé les choses, vous estimez à peu près à combien, ou si vous avez une idée à peu près par phase, quelles sont les phases les plus chronophages? J'imagine que c'est l'amont, assez logiquement. Et si vous avez une idée de combien de temps ça vous prend avec un référent usager qui passe le relais, qui s'occupe de mobiliser les usagers, les salles, etc. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur pour ceux qui n'ont jamais fait ces missions. Dans la phase d'expérimentation, il y avait autant de temps pour constituer le groupe usager, présenter la démarche, convaincre que pratiquement les premières missions, les premières phases d'atelier. Là, maintenant qu'on a les outils, on va pouvoir aller un peu plus vite. On estime entre à peu près, alors sur l'entièreté d'un projet, entre 2 et 3 jours d'accompagnement par phase d'un projet, donc APS, APD, programme, projet, si tout se passe bien. Il peut arriver où il y a de la conflictualité, qu'il y a des échanges et que ça prenne un peu de temps. En soi, comme on délègue beaucoup de choses, on doit faire un peu de pédagogie, on doit présenter les grandes démarches, mais la volonté d'un groupe usager tel qu'on l'a décrit aussi, c'est qu'il persiste un peu dans le temps. C'est que même une fois le projet amené, s'ils ont la méthodo, s'ils se disent on se réunit une fois par an pour questionner les usages, nos usages et les bonnes pratiques, nous, on n'a plus rien à faire. On veut pas être indispensable. Notre but, c'est d'être le moins présent possible pour accompagner notre projet, évidemment, et de les rendre indépendants. Donc, voilà, pour l'instant, à réfléchir, on affectera entre 2 et 3 jours pour faire un projet. Ça dépendra de la complexité. Si on fait une salle des fêtes, c'est un peu plus simple que si on fait une école ou un complexe scolaire. Est-ce que vous pouvez nous, parce que vous n'en avez pas trop parlé, mais parler un peu des projets sur lesquels vous avez testé, les typologies de bâtiments sur lesquels vous l'avez fait, si vous avez des retours de choses qui sont, enfin, de manière très très concrète, sur quel bâtiment vous avez testé ça, voilà, comment ça s'est passé un petit peu, avoir votre retour sur les projets Oui, oui. réels.
Du coup, dans la candidature initiale, du coup déposée en 2022, en tout cas rédigée en partie en 2022, on avait pour objectif d'accompagner 4 typologies de bâtiments, donc qu'on voulait représentatifs des bâtiments publics, mairies, écoles, salles des fêtes et maisons des associations. Et on voulait accompagner au minimum deux typologies de bâtiments. Dans les faits, c'était très compliqué de trouver tous les typologies de bâtiments parce qu'en ce moment, on a beaucoup les écoles, un peu moins les mairies. Les salles des fêtes, c'est assez compliqué. Et les maisons des associations, encore moins. Donc, on a pu avoir des retours, un peu de comment ça se passait, les difficultés sur certains des projets, mais on a principalement, je pense, la moitié du temps, c'était sur des écoles. Parce que c'est le sujet du moment, parce qu'il y a tout un tas de financements qui aident à la rénovation des écoles en ce moment, parce que ça reste là aussi où les usagers se plaignent plus facilement qu'une salle des fêtes. Dans les retours qu'on peut formuler, bah, on a eu le cas de Saint-Bonnet-de-Mur, donc là où vous avez la vidéo. L'avantage, c'est que c'était deux groupes scolaires, un qui venait d'être rénové et un qui allait être rénové. Et on a mis, entre guillemets, tout le monde autour de la table pour discuter de savoir bah, quel retour positif ou négatif on avait du projet qui venait d'être rénové, quelle marche, qu'est-ce qu'on devait faire pour le nouveau projet. Sur ce projet-là, on avait les directrices d'école qui étaient présentes. On avait aussi le personnel de ménage à différentes phases. Ça brasse un peu tout. C'est un peu dur de savoir quels sujets vont venir sur la table en amont. Et autre projet qu'on a accompagné, que Pierre a accompagné, c'était le centre social de Belleville-en-Vosges. Et je lui passe la main pour lui. Et donc là, ouais, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment, on est arrivé une fois que le bâtiment était livré. Donc on était plus sur de la phase de prise en main du bâtiment. Euh, L'avantage, j'ai envie de dire, de cette démarche, c'est que ça a permis d'identifier des problèmes, même après conception, des problèmes d'organisation des espaces. Dans le centre social, il y a une partie qui a été utilisée pour des activités et en fait les vestiaires étaient de l'autre côté des bureaux. Enfin voilà, des choses qui n'ont pas été pensées en amont et sur lesquelles les occupants et les usagers auraient pu émettre des idées et identifier des problèmes. Donc, il y a des problèmes qu'on n'a pas pu résoudre, mais l'avantage, c'est que la communauté de communes qui a participé à la démarche aussi a pu saisir l'intérêt de cette mission-là. On l'a montré en pointant du doigt les problèmes a posteriori, mais du coup, sur des projets futurs, ils penseront plus à solliciter les usagers et ils ont compris la pertinence de le faire. Sur le centre, du coup, dans ce bâtiment-là, il y avait aussi une mauvaise connaissance de l'utilisation des brasseurs d'air. Ils étaient en mode hiver alors que on était en été ou inversement. Là aussi, si personne ne leur a dit comment ça fonctionnait, c'est des modèles sans pales. Du coup, en plus, c'est dur de voir si ça s'ouvre dans le bon sens. Euh, voilà. Ouais, techniquement, il y avait voilà, des choses, enfin les usagers, quand on a fait le diagnostic en marchant, ils n'osaient pas aller appuyer sur les boutons, ils n'osaient pas utiliser les différents systèmes, ils ne savaient vraiment pas à quoi ça servait. Donc ça a permis, ce temps de diagnostic a permis aussi de les former à cet aspect-là, et ça a été aussi une réussite, et ils ont vraiment apprécié cet aspect-là, c'est les retours qu'on a eu. Moi, je pense également, on parle beaucoup de bâtiments passifs en ce moment, ou bioconception, dans les écoles, avoir des brises solaires orientables ou des volets roulants bah, qui se ferment automatiquement quand il fait trop chaud. Si on n'en a pas discuté auprès des usagers du bâtiment, c'est très très mal perçu. Ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres ou pas complètement, c'est la même chose. Il peut y avoir plein de mauvaises pratiques qui se mettent en place parce que ben, un bâtiment, surtout les nouveaux bâtiments, ils sont quand même bien compliqués à mettre en place et à utiliser. Et je peux le dire en tant que thermicien. euh, on ne pense pas aux problématiques des gens qui utilisent le bâtiment quand enfin, une maternelle. Bah, moi, je ne connais pas les pratiques de personnes qui travaillent dans une maternelle, ni dans une salle de classe, ni même dans un emploi de bureau. Donc, c'est bien de questionner ces usages-là.
Et pour pouvoir proposer quelque chose qui marche, et pour que aussi les gens comprennent pourquoi ils ont chaud alors qu'ils ont ouvert les fenêtres, que c'est entre guillemets contre-productif. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si du coup le lien de nos documents était partagé, mais ça sera dans le PPT, aussi il a été partagé. Il va encore évoluer, on est en train de de peaufiner pour que ça soit homogène, complet, et le plus lisible possible quand on se saisit du dossier. Voilà, donc je vous invite à conserver ce lien par ailleurs, et avec quelqu'un qui redemande le lien. Et donc, il sera mondé jusqu'à la fin du programme. Et après, je pense qu'il sera disponible sur le site Baobab. Et s'il y a des questions, on reste évidemment disponible pour nous appeler. Vous aviez nos mails de contact, ou sinon vous adressez auprès de l'AREC ou A2E ou de l'ADEME. Euh, Voilà, merci à tous. Très bien, merci Merci à beaucoup vous. à vous. Bon courage pour le projet d'AMU. Au revoir.